Ingo tubane mu mahoro duhana amahoro ntiduhana imihoro. Ingo tureke gupfa ubusa nk'abasazi dusangire kuko turasa dusangiye uburaro n'uburamuko. Chers confrères, c'est avec l'encre de mes yeux, avec la sève rouge de mes frères, avec l'inspiration du roi des cieux, à cause de l'angoisse qui m'embrase, que je rédige cette missive pour faire disparaître les missiles. Si je ne suis pas de ta couleur, c'est dû aux douleurs dont j'ai souffert. C'est à cause de la haine qui m'a causé 1000 peines. Ces peines ont déformé mes traits, mais je reste ton portrait. Les mots de la paix, de la souffrance, de la haine, j'en sais quelque chose. C'était un matin comme les autres. J'avais sorti les canards de la maison familiale. J'avais été puiser de l'eau à 3 km de la maison, l'eau qui était bénite, l'eau qui était considérée comme bénite parce que c'est l'eau que toute la famille de 10 maisons se servait pour boire, parce que j'étais le plus petit de leurs fils. C'était un matin comme les autres, le 21 octobre 1993. Je partais à l'école, j'ai appris à écrire, à lire, à parler. Et en rentrant, je jouais au soccer avec d'autres enfants, mes amis, jusqu'à ce que je vois une femme qui court vers moi en courant, en pleurant, m'entraîna dans la petite buisson, me montra par le doigt toute une armada de tueurs armés de machettes de chiens qui venaient me chercher parce que mes parents venaient d'être tués. Je n'ai pas compris parce que je n'avais jamais vu ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pris la fuite vers les papyrus qui bordent le lac, le beau lac qui m'inspirait, le beau lac qui fait que peut-être je sois devenu poète. 2 semaines dans le buisson, 2 semaines de calvaire, mais aussi 4 mois dans le camp de déplacés. Les douleurs, les cris, la souffrance, la faim, les morts qui mouraient de faim, de dysenterie bacillaire ou de blessures, faute de médecins, faute de médicaments. J'en ai vu de mes propres yeux. Et je n'ai pas pu supporter tout ça. J'ai pris par derrière le camion-citerne qui apportait 1 fois par semaine de l'eau dans le camp de déplacés pour fuir vers une destination inconnue, dans une grande ville qui s'appelle Ngozi, la 2e ville du pays, où personne ne m'a chassé, personne ne m'a tué. Mais il n'y avait rien aussi. Il y avait la faim, la soif, la misère, l'incompréhension, l'étiquetage d'enfants de la rue, d'enfants bandits, d'enfants voleurs. Je me souviens le premier contact
avec le coiffeur qui m'a appris à coiffer par après. Il m'a donné un billet équivalent de $1 pour que j'aille lui chercher une cigarette. Et je suis revenu avec la cigarette et le change. Ça m'a ouvert d'autres portes par après. Il m'a appris à coiffer. Je suis devenu coiffeur et toujours, parce que je savais que j'étais resté vivant, parce que l'école, je lui ai demandé la permission de coiffer les après-midi et d'aller à l'école avant midi. C'est ça qui m'a forgé, qui m'a aidé. Et en 94, fin 94, début 95, je ressemblais à ça. J'ai appris à me prendre en main, à revêtir l'extérieur et à travailler sur mon intérieur. Ma seule façon de le faire, c'était composer des poésies. À défaut de communiquer, à défaut de parler de tout ce mal qui bouillonnait en moi. Et dans cet exercice de repli sur soi, d'écoute de soi avec les oreilles du cœur, j'en ai produit ces quelques vers que je venais de vous déclamer. Se prendre à main et regarder devant soi, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré que tout peut sembler, que toutes les issues semblent fermées. Là, c'est moi en train de coiffer. C'est le monsieur qui m'a appris à coiffer. Il n'était pas burundais. Il n'était pas censé m'aider. J'étais dans la ville où des Hutus comme des Tutsis vivaient, mangeaient, en avaient à manger et à donner à leurs chiens. Mais ils ne m'ont pas aidé, malgré que j'étais vraiment dans le besoin. Il a fallu qu'un étranger qui habite dans la ville, lui, puisse m'aider. Coiffer seulement, ça me donnait confiance que j'étais pour quelque chose, que je pouvais faire quelque chose, mais ça me rassurait aussi de faire partie d'une communauté et que je suis capable de faire quelque chose. C'est aussi une façon à moi d'aller envers les autres, de leur parler et de découvrir que dans chaque être, quelquefois les difficultés, quelquefois les problèmes, quelquefois tout ce que la société nous dit à propos, quelquefois l'étiquetage, il y a du bon, il y a du méchant, mais qu'il faut aller à l'encontre de ces mondes pour découvrir qui est bon, qui n'est pas, qui peut t'aider, qui ne peut pas t'aider. C'est vraiment ces outils, ces rencontres, ces échecs, cette souffrance qui fait que on évolue, on se prend en main, on avance et puis on rêve et on vit humblement. Ça m'a pris 17 longues années à comprendre la complexité du problème qui m'avait volé mon enfance. 17 longues années de recherche de la vérité. À force d'y croire et à force de persévérer, j'ai fini mes études, je suis devenu journaliste. Là, je faisais partie des 2% de la population qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent la complexité du problème. Et j'ai décidé par après d'aller rencontrer les tueurs de ma famille, d'aller leur parler,
et de le pardonner et de leur pardonner. Parce que là, j'habitais dans le quartier VIP des riches, des journalistes influents. Je voyais ceux qui se réclamaient Hutu comme Tutsi vivre ensemble, partager tout, s'inviter dans les familles et jouer leur jeu politique en face du journaliste. J'ai compris aussi que le problème en soi n'était pas seulement le Hutu-Tutsi, mais qu'il y a toute une stratégie géopolitique dans la région, sur l'or de l'autre côté, à 200 mètres au Congo. J'ai compris que ces pauvres paysans étaient aussi victimes, comme moi, étaient victimes de la manipulation politicienne et que s'ils restent sans outils, sans connaissances, le même cycle de violence continuerait. C'est pour cela que je les ai pardonnés. C'est pour cela que je les ai pardonnés et que j'ai accepté d'aller les rencontrer. Et que j'ai accepté aussi de penser à l'avenir pour que de tels problèmes, de tels cas, de telles violences ne se reproduisent plus. Et que j'avais mon rôle à jouer. Et qu'il ne fallait pas que je compte sur les autres pour le faire. S'il fallait compter sur les autres, il fallait compter sur le rapport qui a coûté 60 millions de dollars aux Nations Unies pour enquêter sur le génocide au Burundi. Le document bien écrit, bien établi avec tous les responsables sont toujours dans les tiroirs des Nations Unies. Il n'y a jamais eu de justice. Politiquement, je suis impuissant de changer quelque chose, mais en investissant dans la génération future, qui eux aussi, d'une façon ou d'une autre, ont vécu ou ont subi les conséquences de cette manipulation, et les autres pourraient faire ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Et les autres pourraient changer quelque chose dont je suis incapable de changer aujourd'hui. Et les autres pourraient penser leurs blessures externes et internes. Comme vous voyez cet enfant, il fait partie des 15 enfants qui sont réintégrés grâce à mon organisme. Sur le visage, ce n'est pas de graines de beauté, c'est des blessures externes visibles sur sa face. Ça démontre à quel point que même aujourd'hui, 20 ans plus tard, même si ce n'est pas le génocide, les problèmes restent nombreux et que je peux aider à penser ces blessures à travers l'éducation. Lui, quand il va grandir et avoir des responsabilités, il va s'attaquer à l'injustice parce qu'il en aurait vécu. Il va s'attaquer à l'ignorance. Il va s'attaquer aux problèmes sérieux. Il va changer quelque chose. Et c'est dans ça que je crois. Et c'est dans ça aussi que j'investis toutes mes forces. Certes, il a des blessures externes, mais les plus douloureuses sont plus les blessures internes d'étiquetage, d'enfants bandits, d'enfants de la rue, d'enfants à problème, d'enfants sans avenir. Et à force d'être étiquetés, si personne ne fait rien, ils vont finir par le devenir. Et c'est normal de critiquer que des enfants sont violents, des enfants deviennent des enfants bandits, soldats, parce qu'on ne leur donne pas une chance, une oreille attentive, une opportunité, parce qu'on ne leur dit pas qu'ils sont capables et qu'on est là pour les aider. C'est ce rêve que je partage avec ces enfants,
que c'est à travers l'école, c'est à travers l'écriture, la créativité, c'est à travers son mélange d'espoir, de rêve, qu'on pourra bâtir quelque chose de mieux, de nouveau, et regarder vers l'avenir et vivre simplement. C'est aussi ce même message que je partage à travers mes différentes rencontres. Que oui, le monde qu'on aimerait léguer aux générations futures, on peut le bâtir, mais il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord le comprendre et comprendre les vrais problèmes. Si on part des vrais problèmes, si on se pose les vraies questions, on va trouver les bonnes réponses. Et c'est ensemble qu'on pourra bâtir ce monde dont on rêve. Ce monde de paix, de partage, de compréhension. Ce monde qui nous a été légué par nos ancêtres. C'est à nous de le parfaire et vivre humblement, simplement. C'est le même message que j'aimerais partager avec vous ce matin. On est capable, on a tous les outils qu'il nous faut pour faire ce monde. Il faut seulement que ça quitte les paroles pour des actes et que si on peut se réunir, si on peut communiquer, si on peut s'asseoir ensemble, ce monde est possible, ce monde nous appartient et nous laisser vivre simplement. Merci.